Les héritiers de Mu, par livre audio. Chapitre 1. La chambre oubliée. La chaleur de l'après-midi égyptien était une présence physique, presque tangible, qui écrasait la vallée des rois comme une main invisible. Alexander Cartwright s'essuya le front d'un revers de manche, laissant une traînée de poussière ocre sur sa peau déjà bronzée par des semaines passées sous ce soleil implacable. 32 ans. 6 années depuis l'armistice. Et il se retrouvait à nouveau à creuser dans la terre. Mais cette fois, c'était pour exhumer des morts plutôt que pour y enfouir des vivants. Le parallèle n'échappait pas à Alex, même s'il essayait de ne pas trop y penser. Les tranchées de la Somme et les tombeaux de Thèbes avaient plus en commun qu'on ne pourrait le croire. La même odeur de terre humide, la même impression d'être enfermé sous des tonnes de roches, la même confrontation quotidienne avec la mortalité. Sauf qu'ici, les morts avaient au moins 3000 ans d'avance sur lui. Autour de lui, le site de fouille ressemblait à une fourmilière laborieuse. Une douzaine d'ouvriers locaux creusaient, tamisaient, transportaient des paniers de débris avec cette patience millénaire qui semblait couler dans les veines de ce pays ancien. Leurs galabillas blanches flottaient dans la brise chaude qui remontait du Nil. Leur champ de travail se mêlait au bruit des pelles raclant la pierre. Lex, comme l'appelaient ses collègues, observait le tombeau KV-47, avec un mélange de résignation et d'ennui à peine dissimulé. 3 semaines de travail minutieux pour exhumer la sépulture d'un noble de second rang de la 18e dynastie. Rien d'extraordinaire, rien qui justifiait les fonds d'Oxford. Certainement rien qui ferait les gros titres du Times. Mais c'était ça, l'archéologie. Pour chaque Toutankhamon, il y avait 100 tombeaux anonymes. Pour chaque trésor fabuleux, 1000 catalogues poussiéreux. Lex avait appris à accepter cette réalité au cours de ses 5 années de fouilles. Il porta à ses lèvres sa gourde en métal cabossé, une relique de son service dans la Somme, et but une gorgée d'eau tiède. Ses yeux, d'un gris bleu délavé par le soleil, parcoururent le site avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait appris à lire les secrets enfouis dans la terre. La vallée des rois s'étendait autour de lui comme un amphithéâtre naturel. Les falaises calcaires, striées de rouge et d'ocre, se dressaient de chaque côté. Au loin, on apercevait les collines thébaines brûlées par le soleil. Et au-delà, la bande verte de la vallée du Nil. C'était beau, à sa manière austère. Il y avait quelque chose dans ce paysage minéral qui parlait à une profonde partie de lui-même. Peut-être était-ce pour ça qu'il avait choisi l'archéologie après la guerre. Pas pour la gloire, mais pour cette connexion avec quelque chose de plus grand que les mesquineries humaines. « Monsieur Cartwright ?» La voix d'Hassan, son contremaître égyptien, le tira de ses réflexions. L'homme remontait du puits funéraire avec cette hâte contrôlée qui trahissait toujours quelque chose d'inhabituel. Hassan Mahmoud était un vétéran des fouilles, un homme dans la quarantaine dont le visage tanné portait les marques de 20 ans passés sous le soleil égyptien. Lex lui faisait confiance implicitement. Hassan en savait probablement plus sur les tombeaux que la plupart des archéologues européens avec leur diplôme. « Qu'y a-t-il, Hassan » demanda-t-il en arabe. « La chambre funéraire, monsieur. Il y a quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ne devrait pas être là. » Hassan n'était pas homme à s'émouvoir facilement. En 15 ans de carrière, il avait vu à peu près tout. Si quelque chose le troublait, cela méritait attention. « Montrez-moi. » Lex attrapa sa lampe à pétrole et suivit Hassan dans l'étroite descente taillée dans le roc. La température chutait à mesure qu'il s'enfonçait, offrant un répit bienvenu. L'air sentait la pierre sèche et cette odeur particulière, presque métallique, des lieux restés clos pendant des millénaires. Le puits funéraire descendait en spirale sur une quinzaine de mètres, les murs couverts de hiéroglyphes, formules de protection, prières à Anubis et Osiris, avertissements aux profanateurs. Lex les avait tous catalogués la semaine précédente. Rien d'exceptionnel, le répertoire standard des textes funéraires de la 18e dynastie. Ils émergèrent finalement dans la chambre funéraire principale. 3 ouvriers étaient présents, leurs lampes créant des ombres dansantes sur les murs peints. Ils se turent à l'arrivée de Lex, leurs visages reflétant un mélange de curiosité et d'inquiétude. La chambre elle-même était modeste,
6 mètres de long sur 4 de large, avec un plafond voûté. Les murs étaient couverts de scènes funéraires conventionnelles. Le défunt présentait devant Osiris son voyage à travers les 12 heures de la nuit. Les couleurs, bien que fanées, conservaient encore leur éclat. Des ocres rouges et jaunes, des bleus de lapis-lazuli, des verts de malachite. Le sarcophage en calcaire, déjà ouvert et vide depuis des siècles, trônait au centre. Les canopes avaient été renversées. Des débris de textiles, quelques amulettes brisées, les restes habituels d'un pillage ancien. Rien que de très ordinaire, sauf que... Vous voyez, monsieur ? Hassan pointait le mur nord de son index tremblant. Les hommes ont trouvé cela en nettoyant les inscriptions. Le plâtrage s'est effrité. Lex s'approcha, élevant sa lampe. D'abord, il ne vit rien d'anormal. Puis son regard se figea. Là, dissimulé sous une couche de plâtrage ancien, partiellement effritée, une fissure. Non, pas une fissure, une jointure, délibérée, rectangulaire. Environ 1,50 m de haut sur 70 cm de large. Une porte. Son cœur s'accéléra malgré lui. Une chambre cachée dans un tombeau déjà répertorié. Ce n'était pas censé exister. Les architectes égyptiens ne laissaient pas de pièces secrètes dans les sépultures de nobles mineurs. C'était le privilège des pharaons, et encore rarement. Hassan, fais apporter les outils, avec précaution. Je veux que nous ouvrions ceci avant la tombée de la nuit. Monsieur, les hommes, ils ont peur. Ils disent que ce n'est pas naturel, que cette chambre ne devrait pas être là. Lex se retourna vers son contremaître. Hassan était un homme pragmatique, mais comme beaucoup d'Égyptiens, il conservait un profond respect pour les anciennes croyances. « Je comprends leurs craintes, Hassan, mais c'est précisément notre travail de percer ces mystères. Double paye pour tous ceux qui resteront. Et si quelqu'un préfère partir, je le comprendrai. » L'argent était un langage universel. Hassan hocha la tête et remonta chercher l'équipement. 2 heures plus tard, alors que le soleil déclinait vers l'horizon occidental, teignant les falaises de la vallée d'un orange intense, Lex contemplait l'ouverture qu'il venait de dégager. Le travail avait été délicat. Le mur de pierre avait cédé sous les leviers avec une facilité presque troublante, comme si quelqu'un, il y a très longtemps, avait voulu qu'il puisse être déplacé si nécessaire. L'air qui s'échappait de la brèche était différent, plus froid, plus sec, et il charriait une odeur que Lex ne parvenait pas à identifier. Ni la poussière familière des tombes égyptiennes, ni l'encens desséché. Quelque chose de plus minéral, presque métallique, comme l'odeur qu'on percevait parfois avant un orage. Il éleva sa lampe dans l'ouverture. La lumière dansa sur des murs lisses, trop lisses pour être égyptiens. Une pierre noire, polie comme un miroir, réfléchissant la flamme de sa lampe en éclat doré. Aucun hiéroglyphe, aucune fresque, juste de la pierre noire impossible. « Bon sang !» murmura-t-il. « Monsieur ?» La voix d'Hassan trahissait une nervosité croissante. « Ce n'est pas égyptien, Hassan. Cette pierre, cette facture... Regarde comme les joints sont invisibles, comme si toute la pièce avait été taillée dans un seul bloc. » Lex se glissa à travers l'ouverture, son corps mince lui permettant de se faufiler. De l'autre côté, il se redressa et leva sa lampe. La chambre était circulaire, parfaitement circulaire, environ 4 mètres de diamètre. Les murs, du sol au plafond, étaient faits de cette même pierre noire, sans la moindre jointure visible, comme si l'ensemble avait été taillé dans un seul bloc gigantesque. Au centre exact de la pièce, sur un piédestal de la même pierre, reposaient 3 objets. Même dans la pénombre, ils semblaient absorber la lumière autant que la refléter, créant d'étranges jeux d'ombre dansantes. Lex s'approcha lentement, chaque pas résonnant étrangement dans le silence. Le premier objet était une sphère, de la taille d'une orange, d'un matériau translucide qui évoquait du cristal, mais avec une profondeur qui défiait toute description. Des motifs semblaient flotter en son cœur, changeant subtilement selon l'angle de vision, comme si elles étaient en mouvement perpétuel. Le deuxième était une tablette plate, rectangulaire, d'environ 20 cm de long. Elle semblait faite d'un matériau qui évoquait le jade,
mais d'une couleur bleu-vert qu'il n'avait jamais vue. Sa surface était gravée de symboles que Lex ne reconnaissait absolument pas. Pas des hiéroglyphes. Il connaissait les hiéroglyphes dans toutes leurs variations. Ce n'était pas du cunéiforme non plus, ni aucun système d'écriture qu'il avait étudié. Les caractères semblaient presque géométriques, une succession de cercles concentriques, de lignes et d'angles qui évoquaient plus des équations mathématiques que du langage. Pourtant, il y avait indubitablement une structure. C'était de l'écriture, mais d'une culture totalement inconnue. Le troisième objet était le plus troublant. Un disque métallique, parfaitement circulaire, d'environ 30 cm de diamètre. Le métal lui-même était extraordinaire. Il ressemblait à de l'or, mais avec des reflets argentés qui jouaient à sa surface. Et surtout, pas la moindre trace d'oxydation. Après combien de siècles enfermés ici, le métal brillait comme s'il avait été forgé la veille. Sa surface était gravée d'une carte, mais pas une carte d'Égypte, ni même d'aucune région que Lex connaissait. Il se pencha un peu plus près. Des continents dont les contours ne correspondaient à rien de familier, des océans dans de mauvaises proportions. L'Afrique était là, reconnaissable, mais déformée. L'Europe et l'Asie aussi, mais différentes. Et au centre, au milieu de ce qui devrait être l'océan Pacifique, un grand continent qui n'existait tout simplement pas. Un continent massif, s'étendant sur des milliers de kilomètres, avec des chaînes de montagnes, des fleuves, des villes marquées par des symboles. Un continent qui avait disparu, ou qui n'avait jamais existé. « Monsieur Cartwright, est-ce que tout va bien ?» La voix d'Hassan venait de l'ouverture. « Oui, Hassan, mais tu ferais mieux de venir voir par toi-même. Et apporte l'appareil photo, et du papier, et des crayons. Nous devons documenter ceci immédiatement. » Pendant qu'Hassan allait chercher le matériel, Lex sortit son carnet et commença à dessiner frénétiquement les symboles de la tablette. Ses mains tremblaient légèrement. De l'excitation, se dit-il, pas de la peur. Pourtant, une partie de son esprit lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Ces objets n'auraient pas dû être là. Ils semblaient trop bien préservés, comme s'ils avaient été placés là récemment. Mais c'était impossible. Le mur avait été scellé depuis l'Antiquité. Hassan revint avec l'appareil photo et un jeune ouvrier nommé Rachid portant des lampes supplémentaires. Tous deux se glissèrent à travers l'ouverture et s'arrêtèrent net en voyant la chambre et son contenu. « Par Allah le miséricordieux » murmura Hassan. « Rachid, installe les lampes autour du piédestal. Hassan, prépare l'appareil. Je veux des photographies sous tous les angles. Et personne ne touche ces objets avant que nous les ayons documentés complètement. » Les 2 heures suivantes furent une frénésie d'activité méticuleuse. Lex photographia, dessina, mesura, nota chaque détail avec une précision quasi obsessionnelle. La sphère cristalline semblait réagir à la lumière des lampes, ses motifs internes devenant plus distincts, presque comme si elle s'éveillait après un long sommeil. Ce fut Rachid qui remarqua le premier les inscriptions sur les murs. Elles étaient là depuis le début, mais si fines qu'elles n'apparaissaient que sous certains angles de lumière. Les mêmes symboles que sur la tablette, gravés en cercles concentriques du sol au plafond, comme une spirale sans fin. Des milliers de symboles, tous gravés avec une précision microscopique. « Bon sang, murmura Lex, c'est colossal. Il faudrait des semaines pour tout photographier. »« Monsieur, le soleil se couche. Il faudrait remonter, » suggéra Hassan avec insistance. Lex consulta sa montre. Déjà 6 heures du soir. Le temps avait filé sans qu'il s'en rende compte. « Tu as raison, nous continuerons demain à l'aube. Mais je veux que 2 hommes montent la garde cette nuit. Je ne tiens pas à ce que des pilleurs profitent de notre absence. »« Bien sûr, monsieur. Samir et Mahmoud veilleront sur le site. » Ils remontèrent en surface juste à temps pour voir les dernières lueurs du crépuscule embraser l'horizon. Le ciel était une symphonie de couleurs, orange, rouge, pourpre, qui se reflétaient sur les falaises calcaires. Lex se dirigea vers sa tante, son esprit tourbillonnant d'hypothèses. Il avait besoin de consulter ses livres. Ces symboles devaient bien signifier quelque chose. Cette carte impossible devait avoir une explication. Mais au fond de lui, une petite voix insistante lui soufflait qu'il venait de mettre le doigt sur quelque chose qui dépassait largement le cadre d'une simple découverte archéologique.
quelque chose qui allait changer sa vie. Le dîner ce soir-là fut une affaire morose et silencieuse. Les ouvriers égyptiens, habituellement bruyants et joyeux après une journée de travail, mangeaient en silence, lançant des regards furtifs vers le tombeau KV-47 qui se découpait en ombres chinoises contre le ciel étoilé. La nouvelle de la chambre cachée s'était répandue dans le campement comme une traînée de poudre, et avec elle, les rumeurs, les spéculations, les peurs ancestrales. Lex les entendait chuchoter en arabe, parlant de malédictions, d'esprits vengeurs, de choses qui ne devaient pas être dérangées. Lex mangea seul sous sa tente, entouré de ses livres et de ses papiers. Il avait étalé les dessins des symboles sur sa table de travail, les examinant encore et encore, cherchant désespérément une ressemblance, un point de référence. Rien, absolument rien dans toute sa bibliothèque. Et elle était considérable. Rien ne correspondait à ses caractères. Il se servit un généreux verre de whisky écossais, un Macallan qu'il réservait pour les occasions spéciales. Mais cette nuit méritait certainement une exception. C'était peut-être la découverte la plus importante de sa carrière. Ses pensées dérivaient malgré lui vers le professeur Aldrich Sterling, son mentor à Oxford, le vieil érudit excentrique qu'il avait pris sous son aile alors qu'il n'était qu'un jeune étudiant traumatisé revenant de la guerre. Sterling serait fasciné par cette découverte. Le professeur avait passé sa vie à étudier les civilisations perdues, les mythes anciens, les légendes de continents engloutis. Il connaissait des langages morts dont la plupart des archéologues ignoraient jusqu'à l'existence. Si quelqu'un pouvait identifier ces symboles, c'était bien Sterling. Il faudrait envoyer un télégramme demain matin, ou mieux encore, des photographies par la poste diplomatique britannique. Sterling devait voir cela de ses propres yeux, même sur papier. Lex se leva et commença à emballer soigneusement 3 plaques photographiques dans une enveloppe rembourrée. Il les mettrait de côté, séparément du reste. Une précaution, une habitude développée pendant la guerre, toujours avoir un plan B. Un cri déchira soudain le silence de la nuit. Un cri de terreur pure qui glaça le sang de Lex. Il bondit sur ses pieds, renversant son verre de whisky qui se brisa. Le cri venait du site de fouille. Sans réfléchir, il se précipita hors de sa tente, sa lampe à la main, et courut vers le tombeau dans la nuit égyptienne. La lune, presque pleine, éclairait la vallée d'une lumière argentée et fantomatique. Les ombres étaient longues et trompeuses. D'autres silhouettes convergeaient déjà vers le même point. Hassan, plusieurs ouvriers. Ils trouvèrent Mahmoud, l'un des gardes, recroquevillé contre la paroi rocheuse près de l'entrée, tremblant comme une feuille. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Hassan s'agenouilla près de l'homme. Mahmoud leva vers eux des yeux écarquillés par la peur. Puis, dans un souffle rauque, « Des hommes masqués. Ils sont venus, comme des djinns dans la nuit. Ils sont descendus. Samir est en bas. J'ai essayé de les arrêter, mais trop nombreux. » Le sang de Lex se glaça. Sans réfléchir aux conséquences, il se rua dans le puits funéraire, sa lampe projetant des ombres folles. Derrière lui, il entendait Hassan crier quelque chose, probablement un avertissement, mais il n'écoutait pas. La descente lui parut interminable. La chambre funéraire principale était vide. L'ouverture vers la chambre cachée bêait comme une bouche noire. Lex se précipita à travers, se cognant l'épaule contre le chambranle. La chambre circulaire était vide, complètement vide. Le piédestal était toujours là, mais les 3 artefacts avaient disparu. Et Samir, le second garde, gisait inconscient au pied du piédestal, une vilaine bosse sur le crâne, du sang séché dans ses cheveux. « Non, non, non !» Lex balaya frénétiquement la pièce de sa lampe. Hassan le rejoignit. « Ils ont tout pris, Hassan, tout. Comment ont-ils pu savoir ? Nous venions à peine de les découvrir. Samir est vivant, mais il faut le faire examiner. Mahmoud dit qu'ils étaient au moins 4, tous masqués, habillés de noir. Ils sont arrivés sans bruit. Ils savaient exactement où aller. Ce n'étaient pas des pilleurs ordinaires. » Lex sentit la colère monter en lui. Des professionnels. Ce n'étaient pas de vulgaires pilleurs. C'étaient des hommes entraînés, organisés, financés. Et surtout, il savait qu'il y avait quelque chose d'important ici. « Nous avons au moins les photographies, dit-il, essayant de se convaincre. Et mes dessins. Tout n'est pas perdu. » Ils remontèrent Samir à la surface et l'installèrent dans une tente.
L'homme reprit conscience quelques minutes plus tard, confus et nauséeux, mais sans blessure grave apparente. Ce ne fut que lorsque Lex retourna à sa propre tente qu'il découvrit l'ampleur du désastre. Sa table de travail avait été systématiquement saccagée. Ses livres gisaient au sol, pages arrachées, reliures brisées. Son carnet de notes, celui qui contenait ses dessins méticuleux des symboles, avait disparu. Les plaques photographiques, toutes brisées. Chacune d'elles méthodiquement réduite en miettes. Lex resta figé sur le seuil. Ils n'avaient pas seulement volé les artefacts, ils avaient effacé toute trace de leur existence. Systématiquement, professionnellement. Non, pas toute trace. Il se précipita vers son lit de camp, souleva le matelas avec des mains tremblantes. Là, glissé entre les planches du cadre métallique, exactement là où il l'avait caché plus tôt, se trouvait l'enveloppe rembourrée. Il l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, intactes, 3 plaques photographiques. La sphère cristalline, la tablette avec ses symboles inconnus, et le disque gravé de cette carte impossible. C'était tout ce qui restait de la découverte la plus extraordinaire de sa carrière. Lex s'assit lourdement sur son lit, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Dehors, le campement bourdonnait d'activité, mais lui n'entendait que son propre cœur. De la peur? Non, de l'excitation. Parce que ces hommes avaient commis une erreur. En volant ces artefacts avec une telle efficacité, ils venaient de prouver quelque chose. Ces objets étaient importants, incroyablement importants, assez pour justifier une opération aussi risquée. Ce qui signifiait qu'il y avait plus, quelque part. Et Lex Cartwright, malgré tous ses défauts, sa maladresse occasionnelle, sa phobie ridicule des grenouilles, son cynisme affecté, avait une qualité que 6 ans de guerre lui avaient ancrée dans les os. Il ne laissait jamais tomber. Il regarda les 3 plaques à la lumière de sa lampe. Les symboles semblaient danser, chargés d'une promesse, ou d'un avertissement. « Très bien, murmura-t-il. Si c'est comme ça que vous voulez jouer. » Il glissa les plaques dans sa sacoche en cuir et sortit. Hassan était là, coordonnant les recherches. « Hassan, je pars pour le Caire demain à la première heure. Je laisse la fouille sous ta responsabilité. Ferme la chambre cachée et scelle l'entrée du tombeau. Personne ne doit y entrer jusqu'à mon retour. » « Vous allez alerter les autorités, monsieur ? » ?»« Entre autres. J'ai aussi des questions qui nécessitent des réponses. Des réponses que je ne trouverai pas ici. » Hassan le regarda avec une expression difficile à déchiffrer. Du respect, peut-être, ou de la pitié pour un homme qui ne savait pas encore dans quoi il s'embarquait. « Soyez prudent, monsieur Cartwright. Ces hommes ne plaisantent pas. »« Je sais, Hassan. Crois-moi, je sais. » Lex retourna dans sa tente et commença à préparer son sac. Il ne prit que l'essentiel. Quelques vêtements, ses papiers, les 3 précieuses plaques et son revolver. Ce Webley Mark VI qui l'avait accompagné dans les tranchées avait passé 6 ans au fond de son sac. Il espéra ne pas devoir s'en servir. Mais quelque chose lui disait que cette espérance était vaine. Loin au-dessus du campement, perché sur un affleurement rocheux qui dominait la vallée des Rois, une silhouette observait à travers une longue vue en cuivre finement ciselée. L'homme était grand, enveloppé dans une robe noire qui se fondait dans l'obscurité. Son visage était dissimulé par un foulard, ne laissant visible que ses yeux, des yeux d'un noir profond qui semblaient absorber la lumière. Il baissa sa longue vue et se tourna vers les 3 hommes qui l'accompagnaient. « Il semble faire des préparatifs de voyage, dit-il dans un anglais impeccable, teinté d'un accent indéfinissable. Comme prévu. Devons-nous l'éliminer ? Demanda l'un des hommes, sa main sur le manche d'un poignard courbe. Non, pas encore. Il a les photographies, celles que nous n'avons pas trouvées, et il va nous mener vers les autres. C'est exactement ce que nous voulons. Et s'il comprend, s'il découvre la vérité ? L'homme eut un rire bas, presque inaudible. Alors il fera exactement ce que font tous les archéologues. Il cherchera des réponses, et chaque réponse qu'il trouvera le rapprochera un peu plus du lieu où nous devons aller. Laissez-le faire le travail pour nous. Nous n'interviendrons qu'au moment opportun. Il remit la longue vue dans son étui et se tourna vers l'est, où les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter l'horizon. L'ordre du soleil noir attend ce moment depuis des siècles. Quelques jours de plus ne changeront rien. Mais quand viendra le temps, nous reprendrons ce qui nous appartient. Nous reprendrons notre héritage. Nous reprendrons Mu.
Les 4 silhouettes se fondirent dans les ombres, disparaissant comme si elles n'avaient jamais existé. En contrebas, ignorant qu'il était observé, Lex éteignit sa lampe et s'allongea sur son lit, serrant sa sacoche. Le sommeil fut long à venir, son esprit tournant en boucle sur ces symboles, sur cette carte impossible. Mu. Le nom surgit dans son esprit comme une bulle remontant des profondeurs. Il l'avait lu quelque part, dans un de ces livres poussiéreux que Sterling collectionnait, ceux qui parlaient des légendes de continents perdus. Un continent englouti dans le Pacifique. Une civilisation avancée disparue sous les flots. Une histoire que personne ne prenait au sérieux. Du moins jusqu'à maintenant. Lex ferma les yeux, mais dans l'obscurité de sa tente, il voyait toujours ces symboles spirales, dansant comme des secrets refusés à se dévoiler. Demain, il partirait pour le Caire, puis Oxford, et ensuite il suivrait la piste là où elle le mènerait, même si elle devait l'entraîner jusqu'aux confins du monde, même si elle devait le mener vers Mu elle-même. Chapitre 2. Vol dans la nuit. Le train pour le Caire quitta Luxor dans un grondement de vapeur qui fit vibrer le quai. Lex s'était offert un compartiment de première classe, luxe qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre, mais après la nuit dernière, l'idée de voyager entassé parmi des dizaines de corps lui était insupportable. Il avait besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre. La sacoche en cuir reposait sur ses genoux. Ses doigts la serraient machinalement, vérifiant pour la 10e fois que les 3 plaques photographiques étaient toujours là. Tout ce qui restait de la découverte de sa carrière. Par la fenêtre, l'Égypte défilait en bandes de couleurs. Le vert éclatant des cultures irriguées, l'ocre des villages, le bleu métallique du Nil qui serpentait paresseusement. Un monde qui continuait sa course indifférente. Il sortit ce qui restait de son carnet. Les voleurs avaient été méthodiques dans leur destruction, arrachant les pages avec une précision chirurgicale. Mais quelques feuillets, collés par l'humidité du désert nocturne, avaient survécu. Des notes griffonnées dans l'excitation de la découverte, des croquis tremblants tracés à la lueur de sa lampe. Les symboles spiralés semblaient danser sur le papier, défiant toute logique linguistique connue. Si c'était vraiment un langage, et tout en lui criait que c'en était un, alors il devait suivre des règles, une grammaire, une structure. Les langages humains, aussi différents soient-ils, partageaient tous certaines constantes. Mais cela... Le train cahota brutalement, le tirant de ses réflexions. 8 heures du matin. Encore 10 heures avant le Caire. 10 heures coincées dans cette boîte de métal, sans possibilité de fuir si... Un coup sec à la porte. Sa main plongea instinctivement vers sa veste, où le poids familier du Webley le rassura. 6 ans qu'il n'avait plus touché cette arme. 6 ans qu'il s'était juré de ne plus jamais avoir à s'en servir. Mais les vieilles habitudes de survie ne meurent jamais vraiment. « Qui est là ?» demanda-t-il en arabe. « Le contrôleur, monsieur. » La porte s'ouvrit sur un jeune homme en uniforme bleu marine impeccable. Casquette réglementaire, fine moustache cirée, sourire professionnel. Mais ses yeux balayaient le compartiment avec la précision d'un éclaireur en territoire hostile. Lex connaissait ce regard. Il l'avait vu trop souvent dans les tranchées. « Vos billets, s'il vous plaît. » Lex tendit son billet d'une main, glissant discrètement les plaques photographiques plus profondément dans sa sacoche. Le contrôleur examina le document avec une lenteur théâtrale, ses yeux s'attardant sur la sacoche. « Tout est en ordre. » Il rendit le billet, mais resta planté dans l'encadrement. « Vous êtes archéologue, n'est-ce pas, monsieur ? J'ai entendu dire que vous aviez fait une découverte extraordinaire. » Le sang de Lex se refroidit. Comment cet homme pouvait-il savoir ? « Les gens parlent trop, répondit-il sèchement. « Oh, certainement. Les rumeurs voyagent vite dans le désert. » Le sourire du contrôleur se fit plus tranchant. Surtout quand certaines personnes sont très intéressées par ces rumeurs. Le Caire est une grande ville, monsieur. Dangereuse pour un étranger seul. Surtout un étranger qui transporte des objets de valeur. Je ne transporte rien de précieux. Vraiment ? C'est étrange. Mes amis semblent penser le contraire. Le contrôleur fit un pas en arrière.
Bon voyage, monsieur Cartwright. J'espère que vous arriverez à destination. En un seul morceau. Il disparut avant que Lex puisse répondre, laissant la porte entr'ouverte. Le message était clair. Nous savons qui vous êtes, ce que vous avez, et où vous allez. Lex bondit pour verrouiller la porte et tirer les rideaux. Dans la pénombre soudaine, il s'adossa au mur, forçant sa respiration à se calmer. Le train continuait sa course rythmée, indifférent à la menace qui venait de se matérialiser. Il repensa à Hassan, son contremaître. Ce matin, l'homme l'avait regardé partir, avec cette expression particulière, celle des soldats qui voient un camarade partir en reconnaissance et savent qu'il ne reviendra probablement pas. Hassan avait pris ses mains entre les siennes, geste inhabituel pour lui, et avait murmuré en arabe. « Monsieur Cartwright, j'ai vu beaucoup de choses étranges dans ma vie, des choses que les hommes comme vous expliquent par la science. Mais certains secrets se défendent. Ils n'aiment pas être déterrés. » Il avait marqué une pause, cherchant ses mots. « Il y a un proverbe chez nous. La connaissance est lumière, l'ignorance est feu. Mais parfois, monsieur, c'est la lumière qui attire les démons. » Un nouveau bruit dans le couloir le ramena au présent. Des voix, basses, plusieurs hommes parlant dans un arabe teinté d'un accent qu'il ne parvenait pas à identifier. Ni égyptien, ni levantin. Ce compartiment, j'en suis sûr. Le contrôleur l'a confirmé. Pas de violence si possible, mais... L'adrénaline explosa dans ses veines. Le faux contrôleur, car c'en était forcément un, les avait menés droit à lui. Piège classique. Comment avait-il pu être aussi stupide? La poignée tourna. Le verrou résista, mais ne tiendrait pas longtemps. Une image fulgurante lui traversa l'esprit. Pas d'ici, pas de maintenant. Il se retrouva en Somme, novembre 1916. Un abri qui s'effondrait sous le pilonnage. Lui et Jenkins coincés, l'air qui se raréfiait, les parois qui se rapprochaient. Jenkins avait paniqué. Pas lui. Il avait trouvé une issue. Il y avait toujours une issue. La fenêtre. D'un coup de coude, il l'ouvrit en grand. L'air chaud du désert s'engouffra, portant avec lui le vacarme assourdissant du train. Le paysage défilait à une vitesse vertigineuse. Sauter maintenant serait du suicide. Mais rester aussi. Il passa la tête dehors. Le toit. S'il pouvait atteindre le toit. La porte explosa dans un craquement de bois brisé. 3 hommes, costumes sombres malgré la chaleur, visages quelconques, de ceux qu'on oublie aussitôt, des professionnels. Lex ne leur laissa pas le temps de parler. Il grimpa sur le rebord de la fenêtre et se hissa sur le toit du wagon. Le vent le frappa comme un poing, manquant de l'arracher. Le métal était brûlant sous ses paumes. Le train filait à travers le désert dans un rugissement de métal et de vapeur. Et lui, Alexander Cartwright, archéologue de 32 ans qui avait survécu aux tranchées pour finir sur le toit d'un train égyptien, rampait désespérément vers l'arrière. Un coup de feu claqua. La balle siffla près de son oreille. Il roula sur le côté, manquant de peu le bord. Ses doigts trouvèrent miraculeusement une prise. Un rivet, une jointure, il ne savait pas. L'important était de continuer à bouger. Il atteignit l'espace entre 2 wagons et se laissa tomber sur la plateforme. Ses jambes tremblaient, mais le supportaient encore. À travers la vitre crasseuse du wagon suivant, il vit ses poursuivants qui couraient dans le couloir. Sans réfléchir, il ouvrit la porte et plongea dans le chaos de la 3e classe. L'odeur le frappa d'abord. Sueur, épices, volailles, corps entassés dans un espace trop petit. Puis le bruit. Cris d'enfants, conversations animées, caquettements de poules dans leur cage. Des dizaines de visages se tournèrent vers lui, cet Anglais en costume froissé qui surgissait comme un diable. « Pardon, excusez-moi, désolé. » Il se faufila entre les corps, enjamba des bagages, évita une cage de poulet. Derrière lui, des cris de colère. Ses poursuivants qui n'avaient pas sa délicatesse. 4 wagons plus loin, il trouva refuge dans les toilettes. L'odeur était épouvantable, mais c'était le dernier endroit où des hommes en costume chercheraient un archéologue britannique. Il s'adossa à la cloison poisseuse, ignorant le dégoût, et tenta de reprendre son souffle. Son cœur cognait si fort qu'il était sûr qu'on l'entendait depuis le couloir.
Il l'avait trouvé. Moins de 12 heures après le vol. Ce qui signifiait soit une fuite dans son équipe, soit un réseau d'informateurs impressionnant. Ou peut-être même les deux. Une idée germa. Dangereuse, potentiellement stupide, mais c'était sa seule chance. 20 minutes plus tard, le train ralentit en approchant d'une petite gare. Lex ne connaissait même pas son nom, juste un point sur la carte où personne ne penserait à le chercher. Il se positionna près de la porte. Le train ralentissait, mais pas assez. Tant pis, il sauta. Le sol le frappa avec la force d'un mur de briques. Il roula instinctivement, protégeant sa sacoche de son corps. Le gravier déchira sa veste, mordit dans sa peau. Son épaule protesta dans un craquement qui n'augurait rien de bon. Il se releva en titubant, crachant du sang et de la poussière. Le train s'éloignait déjà, avalé par les vagues de chaleur qui montaient du désert. À travers une fenêtre, il crut apercevoir une silhouette, un des hommes en noir, qui le regardait. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. L'homme ne souriait pas. Il hochait simplement la tête, comme pour dire « à bientôt ». Puis le train disparut. Lex se retrouva seul sur un quai désert, sous un soleil de plomb, dans une gare dont il ignorait le nom, à des dizaines de kilomètres de toute ville importante. Sa veste était en lambeaux, son épaule lui en lait, et il avait probablement une commotion. Mais il était vivant, et il avait toujours les photographies. Un vieil homme assis à l'ombre d'un palmier rachitique le regardait avec un mélange d'amusement et de pitié. « Mauvaise journée » demanda-t-il en arabe, utilisant le terme familier pour étranger. « J'ai connu mieux » admit Lex en s'approchant. « Le prochain train pour le Caire, c'est demain matin. Inch'Allah. » L'homme haussa les épaules avec cette philosophie fataliste propre à l'Égypte rurale. « Le village est à 2 kilomètres par là. Peut-être vous trouverez une voiture, peut-être pas. Ma'alesh. Ma'alesh. » Le mot égyptien intraduisible qui signifiait à la fois « tant pis »,« c'est la vie » et « que peut-on y faire ?» Lex commençait à comprendre sa profonde sagesse. Il remercia le vieil homme et se mit en route sous le soleil écrasant. Chaque pas réveillait une nouvelle douleur. Sa chemise collait à son dos, mélange de sueur et de sang. Mais il avançait. Le village, il apprendrait bien plus tard qu'il s'appelait Beni Hassan, était exactement ce à quoi il s'attendait. Maisons de terre crue, ruelles étroites où erraient chèvres et enfants, une mosquée modeste dont le minaret bancal défiait les lois de la gravité. L'odeur familière du pain fraîchement cuit se mêlait à celle moins plaisante des égouts à ciel ouvert. Il trouva refuge en ce qui passait pour un café. 4 tables bancales sous une bâche déchirée. Le propriétaire, un homme au ventre proéminent et à la moustache impressionnante, lui apporta du thé sans qu'il ait besoin de commander. L'hospitalité du désert, même pour un étranger en sang qui tombait du ciel. « Accident » demanda l'homme en posant le verre brûlant. « On peut dire ça. »« Moi, je ne pose pas de questions, mais vous avez besoin d'un médecin. »« Plus tard. D'abord, j'ai besoin d'aller au Caire, aujourd'hui. » L'homme se gratta la barbe pensivement. « Difficile. C'est vendredi, jour de prière. » Lex sortit quelques billets froissés de sa poche, plus que nécessaire, beaucoup plus. Les yeux de l'homme s'illuminèrent. « Mon neveu, Youssef, a une automobile. Une vieille, mais elle roule, parfois. » L'homme disparut en hurlant le nom de son neveu. Lex but son thé brûlant et examina ses blessures. Rien de mortel. Il avait vu pire. Bien pire. Mais son corps lui rappelait douloureusement qu'il n'avait plus 20 ans, et qu'il n'était plus en condition de combat. Le neveu arriva, un jeune homme enthousiaste avec un sourire éclatant et une confiance inébranlable. La voiture était une Ford Model T, qui avait visiblement survécu à plusieurs guerres et peut-être à l'apocalypse. « Belle machine, non ?» dit Youssef avec fierté. « Eh, magnifique, mentit Lex. » Le trajet fut une épreuve d'endurance. La Ford toussait, crachait, protestait à chaque montée. Youssef conduisait avec l'insouciance joyeuse de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'accident. Ils évitèrent ânes, charrettes, enfants, et la mort, par miracle répété. Mais elle les éloignait de la gare, les éloignait du danger immédiat. Le soleil déclinait quand le Caire apparut enfin, masse tentaculaire de bâtiments,
minaret se découpant sur le ciel orange. 3 millions d'âmes, assez pour s'y perdre, assez pour disparaître. « Où est-ce que je vous dépose » demanda Youssef. « Au quartier de Zamalek. » Lex connaissait une petite pension là-bas, discrète. La propriétaire ne posait jamais de questions tant qu'on payait d'avance. Youssef le déposa devant une mosquée. Lex lui donna le double du prix convenu. Les yeux du jeune homme brillèrent de gratitude. « Si vous avez encore besoin, demandez Youssef. Tout le monde me connaît. » La Ford s'éloigna dans un nuage de fumée noire. Lex marcha encore 20 minutes, utilisant les reflets des vitrines pour vérifier ses arrières. Vieux réflexe de guerre, ne jamais aller directement à sa destination, toujours prendre des détours. La pension était exactement comme dans son souvenir. Madame Amina, une veuve corpulente au sourire maternel, ne montra aucune surprise devant son état. « La chambre 7 est libre, dit-elle simplement, en prenant son argent. Il y a de l'eau chaude ce soir. » La chambre était petite, mais propre. Lex verrouilla la porte, coinça une chaise sous la poignée, puis s'effondra sur le lit. Il sortit les 3 plaques photographiques, intactes, miraculeusement. Demain, il irait à l'ambassade britannique. Il enverrait les plaques à Sterling par valise diplomatique. Et il trouverait un bateau, n'importe lequel, pour n'importe où. Mais d'abord, il devait survivre à cette nuit. Il s'endormit tout habillé, le Webley à portée de main. Et il rêva de chambres circulaires, de symboles spiralés, et d'un continent englouti qui l'appelait depuis les profondeurs de l'océan. Au matin, il se réveillerait. Il prendrait des décisions. Il fuirait vers l'Angleterre, vers Sterling, vers des réponses. Mais quelque part dans l'ombre, des hommes patients attendaient. Il savait où il irait. Il savait ce qu'il chercherait. Les héritiers de Mu étaient patients. Ils avaient attendu 3000 ans. Ils pouvaient encore attendre un peu. Chapitre 3. Retour à Oxford. Le paquebot SS Adriatique quitta Port Saïd dans la brume matinale de novembre. Ses cheminées crachaient des panaches noirs qui se fondaient dans le ciel gris, tandis que les côtes égyptiennes s'estompaient lentement derrière un voile d'embrun. Lex se tenait à la rambarde du pont supérieur, laissant l'air marin fouetter son visage. Après des semaines sous le soleil écrasant du désert, le froid humide de la Méditerranée avait quelque chose de revigorant. Ou peut-être cherchait-il simplement à se convaincre que la distance le mettrait en sécurité. 3 jours s'étaient écoulés depuis son arrivée chaotique au Caire. 3 jours à changer d'hôtel chaque nuit, à emprunter des chemins détournés, à scruter chaque visage dans la foule. La paranoïa était devenue sa compagne constante. Il avait envoyé la lettre et les plaques photographiques à Sterling par la valise diplomatique britannique. Le jeune attaché de l'ambassade avait haussé un sourcil devant son apparence échevelée, mais n'avait pas posé de questions. Puis il avait réservé son passage sur le premier navire en partance. Le voyage durerait 2 semaines. Méditerranée, Gibraltar, puis l'Atlantique jusqu'à Southampton. 2 semaines enfermées sur ce navire, avec nulle part où fuir si on le retrouvait. Mais aussi 2 semaines où ses poursuivants devraient se montrer prudents. Difficile de faire disparaître quelqu'un discrètement en pleine mer, à moins qu'il ne soit déjà à bord. Cette pensée le rongeait. Il avait passé la première journée à mémoriser les visages des autres passagers. Touristes britanniques rentrant d'Égypte avec leurs souvenirs et leurs coups de soleil, hommes d'affaires au teint cireux, famille avec enfants braillards, un groupe d'Américains qui se plaignaient de tout avec une constance admirable. Rien d'ouvertement suspect. Mais c'était justement ça le problème. Les professionnels ne se faisaient jamais remarquer. Magnifique vue, n'est-ce pas ? Lex contrôla son sursaut. Un homme s'était approché silencieusement et s'accoudait maintenant à la rambarde à ses côtés. La soixantaine, grand et mince, barbe grise soigneusement taillée. Il portait un costume de tweed malgré la douceur du climat et tenait une pipe éteinte entre ses doigts. Ses yeux bleus derrière des lunettes cerclées d'or avaient cette acuité particulière des érudits. « En effet, répondit prudemment Lex, tous ses sens en alerte. « Première traversée ?» L'homme alluma sa pipe avec des gestes mesurés. « Non, je rentre d'Égypte. »« Ah, laissez-moi deviner.
L'homme l'examina avec un sourire amusé. Les ongles abîmés par le sable, le bronzage inégal, typique du travail en extérieur, cette façon de scruter l'horizon, comme si vous y cherchiez des strates géologiques. Archéologue, sans aucun doute. Malgré sa méfiance, Lex ne put retenir un sourire. Bien vu. Et vous êtes ? Dr Edmund Blackwood. L'homme tendit la main. Professeur de philologie comparée à Cambridge. Passionné par les civilisations anciennes, mais du point de vue linguistique plutôt qu'archéologique. Ils se serrèrent la main. Poigne ferme, paume sèche, rien d'inquiétant en apparence. Alexander Cartwright. Cartwright. Blackwood tira sur sa pipe pensivement. J'ai lu votre article sur les influences architecturales étrangères sous Ramsès II. Théorie intéressante, même si je ne suis pas entièrement convaincu par vos conclusions sur les échanges avec la mer Égée. Lex se raidit légèrement. Cet homme avait fait ses recherches. C'est une lecture plutôt obscure pour un philologue. Oh, je lis tout ce qui touche aux civilisations anciennes. Les langues ne peuvent être comprises sans leur contexte culturel. Blackwood souffla un nuage de fumée. Alors, qu'est-ce qui ramène un archéologue prometteur en Angleterre? Fin de saison? Consultation avec mon ancien professeur. J'ai trouvé quelque chose qui nécessite son expertise. Les yeux de Blackwood pétillèrent. Voilà qui pique ma curiosité. Quelque chose d'inhabituel, j'imagine. On pourrait dire ça. Je comprends votre discrétion. Le monde académique peut être impitoyable. Il tira à nouveau sur sa pipe. Mais si jamais vous aviez besoin d'aide pour déchiffrer des inscriptions inhabituelles, n'hésitez pas. J'ai une certaine expertise dans les langages obscurs. Obscurs comment? Oh, vous seriez surpris. Le proto-élamite, le linéaire A, même certains dialectes prédynastiques que la plupart de mes collègues ignorent. Et j'ai développé une théorie, controversée, je l'admets, sur l'existence de langages encore plus anciens. Des systèmes d'écriture qui préexisteraient à Sumer. Le pouls de Lex s'accéléra. Plus ancien que Sumer? Théoriquement. Blackwood semblait ravi d'avoir un auditeur intéressé. Voyez-vous, certains motifs récurrents apparaissent dans des systèmes d'écriture sans connexion apparente, comme s'ils dérivaient tous d'une source commune. Un proto-langage, si vous voulez. Bien sûr, mes collègues pensent que je suis fou. Et cette source commune, elle viendrait d'où? Ah, voilà la question à 1 million de livres sterling. Blackwood rit. Certains parlent d'Atlantide, d'autres de Mu, ou encore Lémuria. Des continents perdus, des civilisations englouties. Personnellement, je garde l'esprit ouvert. Lex étudia l'homme attentivement. Coïncidence? Ou quelque chose de plus calculé? C'est fascinant, professeur Blackwood. Mais vous m'excuserez, j'ai des lettres à écrire. Oh, bien sûr, bien sûr. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter davantage. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures précises dans la salle à manger de première classe. Vous êtes le bienvenu. Lex s'éloigna, l'esprit en ébullition. Cet homme en savait trop. Arrivait trop à propos. Mais d'un autre côté, si c'était un ennemi, pourquoi se dévoiler ainsi? Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension constante. Lex évita poliment Blackwood, déclinant ses invitations répétées. Il passa l'essentiel de son temps dans sa cabine, porte verrouillée, relisant ses notes fragmentaires et essayant de reconstituer de mémoire les symboles de la tablette. La Méditerranée était calme, d'un bleu profond sous le soleil d'automne. Ils passèrent Gibraltar, puis ce fut l'Atlantique, plus gris, plus agité. Le navire tanguait doucement, berçant les passagers dans une routine monotone. Ce fut la 10e nuit que tout bascula. Lex s'était couché tôt, épuisé par des nuits d'insomnie. Le roulis du navire finit par avoir raison de sa vigilance, et il sombra dans un sommeil agité. Il rêvait de la chambre circulaire, des murs noirs qui pulsaient comme un cœur géant, des symboles qui s'animaient et dansaient. Un grincement ténu le réveilla. Instantanément alerte, il resta immobile, respirant régulièrement. La poignée de sa porte tournait lentement,
testant le verrou. Son bras glissa sous l'oreiller et trouva le revolver. Le métal froid le rassura. La porte s'ouvrit. Quelqu'un avait crocheté la serrure avec une efficacité professionnelle. 2 silhouettes se glissèrent dans la cabine, se mouvant avec la grâce dangereuse de prédateurs. Lex attendit qu'il soit près du lit. 1 mètre, 50 centimètres. Maintenant. Il roula sur le côté, le Webley pointé. Ne bougez pas. Les 2 hommes se figèrent. Dans la pénombre, ils ne distinguaient que leurs silhouettes. Vêtements sombres, visages dissimulés par des foulards. La même configuration qu'en Égypte. Qui vous envoie ? Silence. Puis, dans un mouvement parfaitement synchronisé, ils se séparèrent. L'un plongeant à gauche, l'autre à droite. Lex tira sur celui de gauche. La détonation fut assourdissante dans l'espace confiné. L'homme s'effondra avec un cri, tenant son épaule. Mais le second était déjà sur lui. Le combat fut brutal et confus dans l'obscurité. L'homme était entraîné, rapide. Un coup de poing atteignit Lex à la mâchoire, réveillant la douleur de ses blessures précédentes. Le revolver lui échappa, glissant sous le lit. Un genou dans les côtes lui coupa le souffle. Mais Lex avait appris à se battre dans la boue des tranchées. Il donna un coup de tête sauvage, sentant le nez de son adversaire se briser. L'homme jura. Pas en anglais, pas en arabe non plus. Une langue qu'il ne reconnaissait pas. Des cris résonnaient maintenant dans le couloir. Des portes claquaient, l'équipage accourait. Les 2 intrus échangèrent un regard rapide. Celui qui pouvait encore bouger attrapa son compagnon blessé et le traîna vers la porte. Ils disparurent juste comme des officiers arrivaient en courant. « Que diable se passe-t-il ici » tonna le premier officier, un Écossais massif à la barbe rousse. « Tentative de vol » haleta Lex, essuyant le sang qui coulait de sa lèvre fendue. « Ils se sont enfuis. »« Nous allons fouiller le navire de fond en comble » promit l'officier. Mais son regard disait qu'il savait déjà que ce serait inutile. La fouille ne révéla rien, évidemment. Les 2 hommes s'étaient volatilisés. Le capitaine MacLeod, un Écossais bourru qui ressemblait à un morse irrité, offrit à Lex ses excuses et une cabine plus sécurisée près du pont des officiers. Le reste de la traversée se passa sans autre incident, ce qui ne fit qu'augmenter l'anxiété de Lex. Ils attendaient. Mais quoi ? Le SS Adriatique accosta à Southampton sous une pluie fine, typiquement anglaise. Lex descendit la passerelle, scrutant la foule sur le quai. Familles venues accueillir leurs proches, porteurs, douaniers vérifiant les papiers avec leur lenteur légendaire. Puis il le vit, une silhouette voûtée sous un parapluie noir, cheveux blancs ébouriffés, long manteau élimé. Le professeur Aldrich Sterling en personne, l'air encore plus négligé que d'habitude. Le soulagement submergea Lex. Sterling était venu le chercher, ce qui signifiait qu'il avait reçu les photographies et compris leur importance. Lex se fraya un chemin jusqu'à son mentor. Le visage de Sterling, habituellement jovial malgré son âge, était grave. « Lex, mon garçon, dit-il simplement, nous devons parler, immédiatement. Vous avez reçu mes photographies ? Il y a 3 jours. Et depuis, je n'ai pratiquement pas dormi. » Sterling jeta un regard nerveux autour d'eux. « Mais ne restons pas ici. Ma voiture nous attend. » Ils récupérèrent les bagages de Lex et se dirigèrent vers une vieille Bentley. Sterling conduisait lui-même, inhabituel, car il détestait les automobiles. Une fois sur la route d'Oxford, Sterling rompit le silence. « Les symboles sur la tablette. Je les ai identifiés. Ou du moins, j'ai trouvé des correspondances. » « Vraiment ?» Lex se redressa. « Quel langage ?»« Ce n'est pas un langage connu. Pas officiellement. » Sterling sortit sa pipe, mais ne l'alluma pas, la mordillant nerveusement. « Mais j'ai trouvé des références similaires dans le manuscrit de Troano. »« Le Codex Maya ?»« Exactement. Conservé à Paris. Certains chercheurs, dont moi, pensent qu'il décrit la destruction de Mu. Les symboles de votre tablette... Ils correspondent partiellement. Pas exactement, mais suffisamment pour établir une connexion. Attendez, professeur. Vous êtes en train de dire que ces artefacts viennent de Mu ? Ce que je dis, c'est que quelqu'un a créé ces objets en utilisant un système d'écriture associé aux légendes de Mu. Sterling le regarda brièvement,
La carte sur le disque est encore plus troublante. Si on suppose qu'elle représente le monde d'il y a 15 000 ans, avant la montée des eaux, alors elle commence à avoir du sens. Lex sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les autres sites sur la carte? J'en ai identifié plusieurs. Sterling fouilla dans sa poche et sortit un papier. Le premier est au Yucatan. Les autres, Brésil, Polynésie, Tibet peut-être. Et le dernier, le plus important selon les inscriptions, quelque part dans le Pacifique. Sous l'eau. Probablement à des milliers de mètres de profondeur maintenant. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes. La pluie martelait le pare-brise. « Professeur, dit finalement Lex, sur le bateau, j'ai rencontré un homme, Edmund Blackwood. Il disait enseigner à Cambridge. » Sterling freina si brutalement que Lex fut projeté en avant. « Edmund Blackwood? Vous êtes sûr? C'est le nom qu'il m'a donné. Philologie comparée. Théorie sur les proto-langages. Mon Dieu !» Sterling était livide. « Lex, Edmund Blackwood est bien professeur à Cambridge, mais il est en Inde depuis 6 mois pour des recherches. J'ai reçu une lettre de lui la semaine dernière, postée de Bombay. » Le sang de Lex se glaça, expression qu'il commençait à trop bien connaître. « Alors, qui était l'homme sur le bateau ? » Quelqu'un qui savait exactement quoi vous dire pour gagner votre confiance. Quelqu'un qui vous étudiait. Sterling redémarra, les mains crispées sur le volant. Ils sont plus organisés que je ne le pensais. Ils ? L'Ordre du Soleil Noir. J'ai fait des recherches après avoir reçu vos photos. Ce n'est pas qu'une légende. Ils existent vraiment. Et s'ils utilisent de fausses identités aussi élaborées, alors ils ont des ressources considérables, complète Lex. Mais pourquoi ne pas m'attaquer directement? Pourquoi ce jeu du chat et de la souris? Parce qu'ils veulent que vous les meniez au site. Vous avez les photos. Peut-être d'autres indices qu'ils n'ont pas. Ils vous utilisent comme un chien de chasse. La vérité frappa Lex comme une gifle. Depuis le début, il n'était pas le chasseur, mais la proie. Pire, il était l'appât. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Sterling soupira. Ce que vous aviez sans doute prévu de faire? Allez au Mexique. Trouvez le premier site. Mais cette fois, vous savez qu'ils vous suivent. Ça vous donne un avantage. Un avantage? Lex rit amèrement. J'ai une organisation secrète aux trousses, et vous appelez ça un avantage? Mieux vaut un ennemi qu'on connaît qu'une menace invisible. Le professeur tourna pour entrer dans Oxford. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Mais qui voudrait m'accompagner dans cette folie? Oh, vous seriez surpris. Il y a des gens qui cherchent les mêmes réponses que vous. Des gens qui ont leur propre raison de vouloir trouver la vérité sur Mu. Les tours d'Oxford apparurent à travers la brume, familières, rassurantes. Mais Lex savait que même ici, il n'était plus en sécurité. « Sterling, dit-il doucement, merci d'être venu me chercher. Mon garçon, après ce que vous avez découvert, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Même si ça doit nous tuer. Espérons que non. Espérons. » Mais le ton de Sterling suggérait qu'il n'y croyait pas vraiment. Ils entrèrent dans Oxford sous la pluie battante. Quelque part dans cette ville, des réponses attendaient. Et quelque part dans l'ombre, le faux Edmund Blackwood et ses semblables observaient, attendaient, planifiaient. La partie d'échecs venait de commencer, et Lex n'était même pas sûr de connaître toutes les règles. Le bureau de Sterling au Magdalen College était exactement comme dans les souvenirs de Lex. Un chaos organisé de livres empilés jusqu'au plafond, manuscrits étalés sur chaque surface plane, cartes anciennes punaisées au mur dans un désordre apparent qui cachait une logique que seul Sterling comprenait. L'odeur familière de vieux papier, de cuir et de tabac froid. « J'ai rassemblé tout ce que j'ai pu, » dit le professeur en dégageant un espace sur son bureau. « Les références sont rares, et la plupart des universitaires les considèrent comme des fables. » Il étala une collection impressionnante. Copie du manuscrit de Troano, traduction de légendes polynésiennes, textes tibétains obscurs, et même l'ouvrage controversé de James Churchward sur Mu. Churchward est largement discrédité, admit Sterling, mais il a compilé des traditions orales de dizaines de cultures.
il y a des constantes troublantes. Lex parcourut les documents avec fascination. Des cartes montrant des terres aujourd'hui englouties, des descriptions de technologies impossibles pour l'époque, des références à des pierres de lumière, des chars célestes, des connaissances astronomiques dépassant celles des civilisations connues. « C'est énorme, murmura-t-il. Ou complètement délirant. La frontière est mince. » Sterling s'installa dans son fauteuil, qui craqua familièrement. « Mais vos photographies changent tout. Si ces artefacts sont authentiques, ils le sont, je les ai touchés. Alors nous avons la première preuve tangible que Mu a pu exister. » Sterling sortit une feuille couverte de notes. J'ai réussi à traduire partiellement les inscriptions. Écoutez. Quand les eaux monteront et que la terre tremblera, les gardiens cacheront les fragments du savoir. 7 pierres en 7 lieux, pour que les héritiers puissent reconstruire ce qui fut perdu. 7 sites ? Mais la carte n'en montrait que 6. La 7e est probablement la capitale engloutie elle-même. Sterling marqua une pause. Il y a aussi un avertissement. Que nul ne réunisse les fragments sans sagesse, car le pouvoir des anciens peut détruire autant que créer. Un pouvoir destructeur. Les légendes parlent d'armes terrifiantes, des forces capables de faire trembler la terre et bouillir les océans. Si ne serait-ce qu'une fraction est vraie, alors l'Ordre du Soleil ne doit pas mettre la main dessus. Exactement. Un coup à la porte les interrompit. Sterling fronça les sourcils. Il ne recevait jamais de visiteurs le dimanche. Entrez. La porte s'ouvrit sur une jeune femme. Fin de la vingtaine, cheveux noirs coupés scandaleusement courts, yeux verts perçants. Elle portait un pantalon, encore choquant pour l'époque, et un appareil photo Leica pendait à son épaule. « Professeur Sterling, Monsieur Cartwright ?» Elle entra sans invitation et s'assit. « Je suis Lady Victoria Ashford. Je crois que nous avons à parler. » Lex et Sterling échangèrent un regard stupéfait. « Et comment nous avez-vous trouvé » demanda Lex. « Je suis journaliste. C'est mon métier de trouver les gens. » Elle sortit un carnet. « Et en ce moment, vous êtes l'histoire la plus intéressante d'Angleterre. Un archéologue attaqué sur un paquebot, des artefacts impossibles volés en Égypte, des rumeurs de continents perdus. »« Nous n'avons rien à vous dire, » dit fermement Sterling. « Vraiment ?» Elle sourit. « Même pas que l'Ordre du Soleil Noir vous traque ? Même pas qu'ils ont placé un imposteur sur votre bateau, Monsieur Cartwright ?» Lex se raidit. « Et comment savez-vous tout cela ?»« Parce que le vrai Edmund Blackwood est un ami. Quand j'ai entendu dire qu'il était sur l'Adriatique, j'ai télégraphié à Bombay. Il m'a confirmé n'avoir jamais quitté l'Inde. » Sterling se leva, menaçant malgré son âge. « Et qui êtes-vous vraiment ?»« Exactement ce que je vous ai dit. Journaliste, photographe, et quelqu'un qui cherche la vérité. » Elle se tourna vers Lex. « Je peux vous aider. J'ai des contacts partout, des ressources. Et contrairement à vos ennemis, mes motivations sont transparentes. Je ne veux que l'histoire du siècle. Et si nous refusons, alors vous vous battrez seul contre une organisation qui a des siècles d'expérience et des ressources illimitées. » Elle se leva. « Réfléchissez. Je serai au Randolph Hotel pendant 3 jours. » Elle posa une carte sur le bureau et sortit aussi brusquement qu'elle était entrée. Sterling siffla doucement. « Victoria Ashford, j'aurais dû m'en douter. Vous la connaissez ? De réputation. Elle a couvert la Révolution irlandaise, photographié l'expédition Everest de 22. Brillante, téméraire et absolument imperméable aux conventions sociales. On peut lui faire confiance ? Je n'en sais rien. » Sterling regarda la carte. « Mais elle a raison sur un point. Vous aurez besoin d'aide. Et elle semble déjà tout savoir. » Lex prit la carte. L'adresse était écrite d'une main élégante. Au dos, un simple message. « Ils arrivent. Soyez prêts. » Comme pour confirmer l'avertissement, un fracas retentit en bas. Des voix, des pas précipités dans l'escalier. Sterling pâlit. « Mon Dieu, ils sont ici !» « Les documents !»
Lex commença à rassembler frénétiquement les papiers. « Non, laissez !» Sterling le poussa vers la fenêtre. « Partez, maintenant !»« Non, mais je ne vous laisse pas ici. Je suis trop vieux pour sauter par les fenêtres. Allez, trouvez le premier site. Trouvez la vérité. Faites-le pour moi. » Les pas se rapprochaient. Plus le choix. Lex ouvrit la fenêtre et regarda en bas. 2 étages. Un lierre épais sur le mur. Faisable. Sterling, partez! Lex grimpa sur le rebord et commença sa descente. Derrière lui, il entendit la porte exploser. Des voix dures. Sterling qui protestait. Il toucha le sol et courut sans se retourner. Dans sa poche, la carte de Victoria Ashford. Dans sa tête, les coordonnées du premier site. Le Mexique. Il devait aller au Mexique. Mais d'abord, il devait survivre à Oxford. Chapitre 4. Signaux de fumée. Oxford sous la pluie avait quelque chose de mélancolique. Les pavés luisaient comme de l'obsidienne. Les gargouilles médiévales vomissaient des torrents, et les étudiants couraient entre les bâtiments, leurs robes académiques claquant comme des ailes de corbeaux trempés. Lex marchait sans parapluie, laissant la pluie glacée tremper ses vêtements. Après avoir fui le bureau de Sterling par la fenêtre, il avait erré dans les rues pendant 1 heure, s'assurant de ne pas être suivi. Sterling était-il en sécurité? Les hommes qui avaient fait irruption dans son bureau l'avaient-ils emmené? Ou pire? Lex serra les poings. Il ne pouvait pas retourner vérifier. Pas maintenant. Ce serait exactement ce qu'ils attendaient. La carte de Victoria Ashford était détrempée dans sa poche. Le Randolph Hotel. Elle avait su pour l'attaque avant qu'elle ne se produise. Comment? Il avait passé la nuit dans une pension miteuse près de la gare, payant en liquide, donnant un faux nom. Au matin, 3 lettres l'attendaient, glissées sous sa porte malgré toutes ses précautions. La première, sur papier ordinaire, griffonnée à la hâte. Sterling est vivant, pour l'instant. Abandonné, où il ne le restera pas longtemps. La deuxième, papier crème de qualité, écriture élégante. Monsieur Cartwright, vous jouez à un jeu dangereux avec des règles que vous ne comprenez pas. Certains secrets sont enterrés pour de bonnes raisons. Réfléchissez. La troisième était différente. Papier épais, seau de cire rouge, portant un soleil stylisé. Les véritables héritiers reconnaissent leur père. Venez à nous de votre plein gré, et votre mentor sera libéré. Continuez à fuir, et nous prendrons ce qui nous revient de droit par la force. Vous avez 48 heures. Lex avait brûlé les 3 lettres, regardant les mots se consumer. Puis il s'était décidé. Il avait besoin d'alliés, et Victoria Ashford, malgré son apparition troublante, semblait être sa meilleure option. Le Randolph Hotel se dressait dans toute sa splendeur néo-gothique, indifférente à la pluie battante. Lex entra, dégoulinant, conscient des regards désapprobateurs du personnel. Il demanda Lady Ashford à la réception. « Suite 412, dit le concierge avec un reniflement dédaigneux. « Madame vous attend. » Elle l'attendait, bien évidemment. L'ascenseur grinça jusqu'au 4e étage. Lex frappa à la porte 412. « Entrez, c'est ouvert. » La suite était spacieuse, élégamment meublée. Victoria Ashford était assise près de la fenêtre, développant des photographies dans des bacs improvisés. L'odeur âcre des produits chimiques emplissait la pièce. Elle portait un pantalon et une chemise d'homme, ses cheveux courts encore humides, comme si elle sortait du bain. « Monsieur Cartwright, mais vous êtes trempé ?» Elle ne leva pas les yeux de son travail. « Il y a du whisky sur la console. Servez-vous. » Lex hésita, puis se versa un verre. Le liquide ambré brûla sa gorge, mais c'était une bonne brûlure, réconfortante. « Comment saviez-vous qu'ils attaqueraient le bureau de Sterling ?»« Je ne le savais pas. » Elle sortit une photographie du bain de fixateur et l'examina. « Mais c'était logique. Ils vous ont laissé filer du bateau. Donc ils voulaient que vous les meniez à Sterling. Et une fois que vous l'avez fait, ils n'avaient plus besoin de nous. » « Exactement. » Elle accrocha la photo à sécher et se tourna enfin vers lui. « Sterling est détenu dans une maison à la campagne, à 20 miles d'ici. 8 gardes. Ils ne le maltraitent pas, mais ils sont sérieux. »« Et comment savez-vous ça ?»« J'ai mes sources. » Elle s'essuya les mains.
La vraie question est, qu'allez-vous faire? Les affronter, échanger ce que je sais contre sa liberté. Noble. Stupide, mais noble. Elle alluma une cigarette. Ils ne le libéreront jamais. Vous le savez, n'est-ce pas? Une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent, vous deviendrez tous les deux des témoins gênants. Alors quoi? Je l'abandonne? Non. Vous faites ce qu'ils n'attendent pas. Elle souffla la fumée. Vous continuez vos recherches. Sterling a forcément découvert quelque chose avant d'être capturé. Utilisez ces informations pour prendre de l'avance sur eux. Lex la regarda longuement. Pouvait-il lui faire confiance? Il n'avait pas vraiment le choix. Sterling a effectivement découvert quelque chose, admit-il finalement. Les symboles sur les artefacts. Ils indiquent plusieurs sites à travers le monde. Des endroits où les survivants de Mu auraient caché des fragments de leur savoir. Victoria se redressa, son intérêt piqué. Des sites? Où ça? Le premier est au Yucatan, Mexique. Les autres sont dispersés. Brésil, Polynésie, peut-être le Tibet. Alors c'est là qu'il faut aller, au Mexique. Trouvez le premier fragment avant eux, et vous aurez quelque chose à négocier pour Sterling. Mais c'est de la folie. C'est audacieux, différent. Elle se leva et s'approcha de lui. Écoutez, Cartwright, j'ai étudié l'ordre du Soleil Noir pendant des mois. Ils sont patients, méthodiques, prévisibles. Ils s'attendent à ce que vous cédiez à leur ultimatum. Surprenez-les. Et vous m'aideriez par bonté d'âme? Non. Son sourire était franc. Je vous aiderai parce que c'est l'histoire du siècle. La découverte de Mu, les preuves d'une civilisation antédiluvienne. Mon rédacteur en chef me donnerait n'importe quoi pour ça. Et si je refuse votre aide? Alors vous affronterez l'ordre seul, et vous perdrez. Elle retourna à ses photos. Mais je publierai quand même l'histoire, avec ou sans votre coopération. Lex la regarda travailler. Elle était irritante, arrogante, mais elle avait probablement raison. Et qu'est-ce que vous proposez exactement? Un partenariat. Elle se retourna. Je finance l'expédition, j'ai des ressources considérables. Je vous accompagne pour documenter. En échange, j'ai l'exclusivité de l'histoire. Et ensemble, nous sauvons Sterling. Vous savez vous battre? Survivre dans la jungle? Ce n'est pas une promenade mondaine. Pour toute réponse, elle ouvrit un tiroir et en sortit un Webley, 455, identique au sien. Elle le démonta en quelques secondes, le nettoya avec des gestes experts et le remonta. J'ai couvert la révolution irlandaise, Cartwright. J'ai été sous les balles. J'ai survécu à plus que vous ne pensez. Son regard se durcit. Ne me sous-estimez pas parce que j'ai un titre de noblesse. D'accord. Lex vida son verre. Partenariat. Mais à mes conditions. Et qui sont? On suit mes décisions sur le terrain. Pas d'article publié avant qu'on ait sauvé Sterling. Et si ça devient trop dangereux, vous partez. Acceptez pour les 2 premières. Pour la 3e, elle sourit. On verra. Ils se serrèrent la main. Sa poigne était ferme, ses paumes calleuses. Pas les mains d'une aristocrate ordinaire. Maintenant, dit-elle en sortant une carte, parlons logistique. Le Mexique, vous dites. Le Yucatan. Oui, Sterling avait identifié des coordonnées précises, quelque part dans la jungle. Parfait. Je peux avoir 2 passages sur un cargo partant de Liverpool après-demain. Destination Veracruz. Sous de faux noms, évidemment. Vous pouvez arranger ça si vite? Je vous ai dit que j'avais des contacts, y compris dans les colonies maritimes. Elle marqua Veracruz sur la carte. Une fois là-bas, nous aurons besoin d'un guide local pour la jungle. J'ai un contact, un anthropologue américain, le docteur James Morrison. Il travaille près de Valladolid. Excellent. J'ai aussi quelque chose qui pourrait vous intéresser. Elle sortit une enveloppe de son sac. Une lettre, interceptée ce matin, de l'ordre. Lex l'ouvrit, le même papier épais, la même écriture. Le professeur Sterling sera transféré demain soir. Destination Douvres.
puis le continent. Une fois hors d'Angleterre, il disparaîtra. Agissez maintenant ou perdez-le à jamais. C'est un piège, dit Lex immédiatement. Évidemment, mais avec une part de vérité. Ils vont vraiment le déplacer. Victoria prit son appareil photo. J'ai une proposition alternative. Qui est ? On les laisse l'emmener, mais on s'assure qu'on peut le retrouver. Elle sortit un petit objet métallique. Émetteur radio, technologie militaire récente. La portée est limitée, mais si on peut le placer sur leur véhicule... Mais vous n'y pensez pas. C'est notre seule chance. Ils s'attendent à une tentative de sauvetage, pas à de la surveillance. Lex regarda l'émetteur, minuscule, discret. Ça pourrait marcher. Et comment on approche le convoi ? J'ai des amis dans la police locale. Je saurai exactement quand et où. Elle vérifia son arme. Vous êtes partant ? Il pensa à Sterling, probablement ligoté quelque part, comptant sur lui. Il pensa au secret de Mu, attendant dans la jungle mexicaine. Il pensa à l'ordre, si sûr de sa victoire. Oui, je suis partant. La nuit suivante, ils étaient en position sur une route de campagne près d'Oxford. La pluie avait cessé, remplacée par un brouillard épais qui transformait les arbres en spectres. Victoria avait eu raison. Le convoi, de voitures noires, apparut exactement à l'heure prévue. Lex était caché dans un fossé, l'émetteur dans sa poche. Le plan était simple. Victoria créerait une diversion et il placerait l'émetteur. Simple, en théorie. Le premier coup de feu de Victoria, tiré en l'air depuis les bois, fit exactement l'effet escompté. Les voitures s'arrêtèrent, des hommes en sortirent, armes au poing, scrutant les arbres. Lex rampa dans l'obscurité, la boue froide s'infiltrant partout. Il atteignit la deuxième voiture. Ses doigts trouvèrent le passage de roue. Il fixa l'émetteur avec la colle spéciale que Victoria lui avait fournie. « Par ici !» cria quelqu'un. Des pas couraient vers les bois. Victoria menait les hommes en balade, tirant sporadiquement pour maintenir leur attention. Lex commença à reculer, mais une main se posa sur son épaule. « Bien tenté, Cartwright !» Il se retourna, un homme en manteau noir, visage angulaire, yeux froids. Pas un des gardes ordinaires, quelqu'un d'important. L'ordre du soleil noir, je présume. Nous préférons les héritiers. L'homme sourit. Vous êtes prévisible. Nous savions que vous tenteriez quelque chose. Alors pourquoi ne pas m'arrêter plus tôt ? Parce que vous nous êtes plus utiles libres, pour l'instant. Il fit signe aux gardes de revenir. Votre petite amie photographe est douée, mais elle ne nous échappera pas longtemps. Comme pour le contredire, le rugissement d'une moto déchira la nuit. Victoria surgit du brouillard, fonçant droit sur eux. Les hommes plongèrent, elle freina dans une gerbe de gravier. « Montez !» Lex n'hésita pas. Il sauta derrière elle et ils disparurent dans la nuit, laissant l'ordre dans leur poussière. Ils roulèrent pendant 1 heure, prenant des routes secondaires, s'assurant de ne pas être suivis. Finalement, Victoria s'arrêta dans une grange abandonnée. « L'émetteur est placé ?» demanda-t-elle en retirant son casque. « Oui, mais il savait. C'était un piège. » Un piège qui s'est mal refermé. L'émetteur fonctionne. Je capte le signal. Elle sortit un récepteur qui émettait un bip régulier. Ils emmènent Sterling vers Douvres, comme prévu. Et pourquoi nous laisser faire ? Parce qu'ils pensent contrôler la situation. Elle sourit. Erreur classique de l'arrogance. Maintenant, on sait où est Sterling. On peut partir pour le Mexique, en sachant qu'on pourra le retrouver. Vous êtes soit brillante, soit complètement folle. Les deux, probablement. Elle remit son casque. On a un bateau à prendre. Direction Liverpool. Ils remontèrent sur la moto et disparurent dans la nuit anglaise. Derrière eux, Oxford dormait paisiblement, ignorant les forces anciennes qui s'affrontaient dans ces rues séculaires. Dans moins de 48 heures, ils seraient en mer, direction le Mexique et les secrets de Mu. L'ordre pensait mener la danse. Ils allaient découvrir qu'Alexander Cartwright avait appris quelques pas de son côté. Le train pour Liverpool partait à l'aube. Lex et Victoria voyageaient séparément, dans des compartiments différents, sous leurs fausses identités. Monsieur James Thompson, vendeur de textiles.
Miss Sarah Walsh, gouvernante, se rendant en Amérique. Lex regardait défiler la campagne anglaise brumeuse. Dans sa poche, le récepteur continuait son bip rassurant. Sterling était maintenant à Douvres, probablement sur un bateau. Mais où l'emmenait-il? Un vendeur de journaux passa dans le couloir. La une du Times attira son attention. Mystérieuse disparition d'un professeur d'Oxford. L'article était vague, parlant d'un possible enlèvement et d'une enquête en cours. Aucune mention de l'ordre, évidemment, mais le message était clair. L'affaire devenait publique. Son compartiment était vide à part lui. Il en profita pour étudier une fois de plus ses notes reconstituées. Les symboles de la tablette formaient des motifs répétitifs, presque comme une formule ou un avertissement. La porte du compartiment s'ouvrit. Un homme entra, la quarantaine, costume élégant, sourire affable. Il s'assit en face de Lex sans demander la permission. « Belle matinée, n'est-ce pas ?» dit l'homme avec un accent américain. Lex se raidit. « En effet. Vous allez à Liverpool? Affaire ou plaisir? Affaire. Comme moi. » L'homme tendit la main. « Cornelius Vandermeer III. Import-export. » Le sang de Lex se figea. Vandermeer. Victoria avait mentionné ce nom lors de leurs préparatifs. Le consortium Vandermeer, une autre faction à la recherche des artefacts. James Thompson, dit Lex en serrant la main. Textile. Textile. Fascinant. Vandermeer alluma un cigare coûteux. Vous savez, monsieur Thompson, ou devrais-je dire monsieur Cartwright, j'ai une proposition à vous faire. Lex porta instinctivement la main à sa poche où reposait son revolver. « Du calme, sourit Vandermeer. Si je voulais vous nuire, vous seriez déjà mort. Je suis ici pour affaires. » « Quel genre d'affaires ?»« Le genre lucratif. » Vandermeer souffla la fumée. « Je sais ce que vous avez trouvé en Égypte. Je sais ce que vous cherchez. Et contrairement à ces fanatiques de l'ordre, je suis un homme pragmatique. Je paie bien pour les objets rares. Je ne suis pas vendeur. Tout le monde a un prix. Que diriez-vous d'1 million de livres sterling? La somme était astronomique. Plus d'argent que Lex ne pourrait en dépenser dans plusieurs vies. Non merci. 2 millions. La réponse reste non. Vandermeer soupira. Vous êtes idéaliste. J'admire ça. Mais l'idéalisme ne vous protégera pas de l'ordre. Ni de moi, d'ailleurs. Il se leva. Mon offre reste valable. Quand vous serez fatigué de fuir, quand vos amis commenceront à mourir, souvenez-vous, j'offre une porte de sortie. Il posa une carte sur la table. Je serai au Mexique, moi aussi. Le Yucatan est une région fascinante, n'est-ce pas? Surtout pour ceux qui savent où chercher. Comment savait-il pour le Yucatan? Lex garda un visage neutre, mais intérieurement, l'alarme sonnait. Y avait-il une taupe? Ou Vandermeer avait-il simplement des ressources extraordinaires? Nous nous reverrons, monsieur Cartwright. Vandermeer sortit, laissant derrière lui l'odeur du cigare de luxe. Lex regarda la carte, dorée, avec juste un numéro de téléphone. Il la glissa dans sa poche, toujours bon de connaître toutes les pièces sur l'échiquier. Mais cette rencontre confirmait ses craintes. Trop de gens savaient. L'ordre, Vandermeer, qui d'autre encore? La course pour les secrets de Mu était devenue une mêlée générale. Le train continua vers Liverpool, vers le port, vers l'aventure. Lex ferma les yeux et essaya de ne pas penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Sterling était prisonnier quelque part en Europe. L'ordre les traquait. Le consortium Vandermeer était entré dans la partie avec des informations troublantes. Et quelque part, au Mexique, dans une jungle hostile, les secrets de Mu attendaient. Il sourit malgré lui. Pour la première fois depuis la guerre, il se sentait vraiment vivant. Chapitre 5. Cap sur le Nouveau Monde. Le SS Caledonia était un cargo reconverti qui avait connu des jours meilleurs. Sa coque portait les cicatrices de 20 ans de traversée atlantique. Sa cheminée crachait une fumée noire épaisse, et ses machines toussaient comme un vieillard asthmatique. Mais il flottait, et c'était tout ce qui comptait pour Lex et Victoria,
debout sur le quai de Liverpool dans la brume matinale de novembre. « Charmant, commenta Victoria en examinant le navire. J'espère qu'il tiendra jusqu'à Veracruz. »« Il a survécu à la guerre en transportant des munitions, répondit le capitaine O'Malley, un Irlandais bourru dont la barbe rousse grisonnait aux tempes. Il survivra à 2 passages de plus. Ils embarquèrent sous leurs fausses identités, M. James Thompson et Miss Sarah Walsh, bien que Lex doutât de leur efficacité après la rencontre avec Vandermeer. Le capitaine les conduisit à leur cabine, 2 espaces exigus qui sentaient le moisi et l'huile de machine. « On largue les amarres dans 2 heures, grogna O'Malley. Le voyage durera 3 semaines, si Neptune est clément. La salle à manger ouvre à midi. Évitez la soupe de poisson. » Une fois seule dans la cabine de Lex, Victoria sortit le récepteur radio. Le signal était devenu intermittent. « Nous allons bientôt perdre Sterling, dit-elle. La portée maximum est d'environ 500 km. Mais nous savons qu'il est à Munich. C'est déjà ça. » « Pour combien de temps ?» Lex rangea ses maigres affaires. L'ordre peut le déplacer n'importe quand. Raison de plus pour trouver rapidement quelque chose au Mexique. Elle s'assit sur l'unique chaise. Parlons stratégie. Nous avons 3 semaines de voyage. Comment trouvons-nous ce temple exactement ? Lex sortit ses notes, celles qu'il avait pu reconstituer. Sterling avait identifié une zone générale dans le Yucatan, basée sur les symboles de la tablette. Mais c'est vague, des centaines de kilomètres carrés de jungle. Votre contact, Morrison ? C'est un anthropologue que j'ai rencontré à une conférence il y a 3 ans. Il étudie les Mayas près de Valladolid. Mais je ne l'ai pas prévenu de notre arrivée. Trop risqué d'envoyer un télégramme. Donc nous arrivons à l'improviste. Victoria alluma une cigarette. Et pour le guide local ? Il faudra en trouver un sur place. Quelqu'un qui connaît les légendes locales, les sites non répertoriés. Avec quel argent ? Victoria sourit et ouvrit son sac. Elle en sortit une liasse impressionnante de billets américains et de pesos mexicains. Mon rédacteur en chef a été très généreux quand j'ai mentionné Mu. Plus l'avance sur mon livre à venir. Vous écrivez un livre ? Je documenterai tout. Mais ne vous inquiétez pas, rien ne sera publié avant que nous ayons sauvé Sterling. Elle rangea l'argent. Maintenant, parlons de nos poursuivants. Pourquoi l'ordre ne nous a-t-il pas arrêtés à Liverpool ? Parce qu'ils veulent que nous trouvions le temple. Nous sommes leurs chiens de chasse. Lex regarda par le hublot crasseux. Ils nous suivront, mais à distance. Et Vandermeer ? Plus direct. Il essaiera probablement de nous acheter ou de nous voler ce que nous trouvons. Joyeuse perspective. Victoria se leva. Je vais m'installer. On se retrouve pour le déjeuner ? Évitez la soupe de poisson. Elle rit et sortit. Le Caledonia quitta Liverpool dans l'après-midi, ses machines protestant contre l'effort. Lex resta sur le pont, regardant l'Angleterre disparaître dans la brume. Quelque part sur ce continent qui s'éloignait, Sterling était prisonnier. Le récepteur dans sa poche émettait ses derniers bips faibles avant de se taire définitivement. Les 3 semaines de traversée furent un mélange d'ennui et d'anxiété. Le Caledonia progressait lentement, faisant escale à Lisbonne, puis aux Açores pour se ravitailler. L'équipage était composé de vieux loups de mer taciturnes qui évitaient les passagers et de quelques jeunes matelots qui regardaient Victoria avec un peu trop d'insistance. Lex passa le temps à étudier ses notes, essayant de déchiffrer les symboles de la tablette. Victoria photographiait tout, l'océan, l'équipage, Lex penché sur ses papiers. Elle avait également sorti les 3 plaques photographiques d'Égypte, les comparant sans cesse aux notes de Lex. « Cette sphère sur la photo, dit-elle un soir. Vous pensez qu'on trouvera quelque chose de similaire au Mexique ? Les symboles suggèrent qu'il y a 7 fragments. La sphère d'Égypte était probablement l'un d'eux. Logiquement, les autres sites devraient contenir les fragments restants. Donc, 6 objets encore cachés. Si les textes disent vrai. La 2e semaine, alors qu'ils approchaient des Caraïbes, un incident troublant se produisit. Lex se réveilla une nuit avec la certitude que quelqu'un était entré dans sa cabine. Rien n'avait été volé, mais ses papiers avaient été subtilement déplacés.
Quelqu'un les avait manipulés, peut-être photographiés. Un membre de l'équipage suggéra Victoria le lendemain. Ou un passager. Il y avait une dizaine d'autres voyageurs, principalement des commerçants et quelques missionnaires. L'ordre a des yeux partout. Ils redoublèrent de prudence, gardant toujours leurs documents importants sur eux. Le climat changea progressivement. L'air froid et humide de l'Atlantique Nord céda la place à la chaleur tropicale. Les vêtements d'hiver furent rangés, remplacés par des tenues plus légères. Victoria scandalisa les missionnaires en portant des pantalons. Veracruz apparut enfin le 20e jour, baignée dans la lumière dorée du matin tropical. La ville s'étalait le long de la côte, mélange chaotique d'architecture coloniale espagnole et de constructions modernes. Le port grouillait d'activités, cargos, bateaux de pêche, voiliers se disputant l'espace. « Bienvenue au Mexique » dit O'Malley alors qu'ils accostaient. « Faites attention à vous, c'est un pays magnifique, mais dangereux pour les étrangers naïfs. » Lex et Victoria descendirent la passerelle, leurs bagages portés par des dockers locaux. La chaleur les frappa comme un mur, humide, étouffante, chargée d'odeurs de poisson, d'épices et de diesel. Les douanes furent étonnamment faciles, quelques billets glissés discrètement et leurs papiers furent tamponnés sans question. Ils émergèrent dans le chaos de Veracruz. « Il nous faut un hôtel, dit Victoria, chassant les mouches. Et ensuite ? Ensuite, on trouve Morrison. S'il n'est pas à Valladolid, quelqu'un saura où il est. Lex est là un taxi. Pour l'instant, évitons de nous faire remarquer. » Ils s'installèrent au grand hôtel Diligencias, un établissement colonial fané mais respectable. 2 chambres adjacentes au 2e étage, avec vue sur le Zócalo animé. Le soir, après s'être rafraîchis, ils dînèrent dans le restaurant de l'hôtel. Poissons grillés, haricots noirs, tortillas fraîches. La nourriture était excellente après 3 semaines de cuisine de navire. « Demain, on cherche Morrison, dit Lex en buvant sa bière. Et un guide pour la jungle. » J'ai demandé au concierge, dit Victoria. Il connaît une pilote qui fait aussi office de guide. Isabella Santos. Apparemment, elle a la réputation d'aller là où personne d'autre n'accepte d'aller. Une pilote ? Et contrebandière, selon les rumeurs. Mais fiable, si on paie bien. Ça vaut le coup d'essayer. Un homme entra dans le restaurant. Costume blanc impeccable malgré la chaleur, panama de qualité. Il balaya la salle du regard et sourit en les voyant. Cornelius Vandermeer III. « Merde, murmura Alex. Vandermeer s'approcha de leur table avec l'assurance d'un propriétaire. « Monsieur Cartwright, Miss Ashford, quelle agréable surprise !» Il tira une chaise sans invitation. « Comment s'est passée la traversée ?»« Que voulez-vous, Vandermeer ?» demanda Victoria froidement. « Dîner en agréable compagnie. » Il fit signe au serveur. « Le poisson est excellent ici, presque aussi bon que les informations qu'on peut y récolter. »« Nous n'avons rien à vendre, dit Lex. »« Pas encore. Mais vous cherchez quelque chose, n'est-ce pas ? Dans la jungle du Yucatan, peut-être. » Son sourire s'élargit. « J'ai des équipes sur place depuis 1 semaine. Ils quadrillent la zone méthodiquement. Libre à vous de gaspiller votre argent. Peut-être, ou peut-être pas. » Vandermeer souffla la fumée. « Voyez-vous, j'ai eu accès à certaines informations. Des photographies prises dans une cabine de navire, par exemple. » Il sortit une photo de sa poche. Les notes de Lex, parfaitement lisibles. Fascinant, ces symboles. Mes experts, des spécialistes en langues anciennes que j'ai fait venir d'Allemagne, pensent qu'ils indiquent plusieurs sites. Le Yucatan est une possibilité parmi d'autres. Nous quadrillons toute la région. Lex serra les poings. Donc, c'était bien Vandermeer qui avait fait fouiller sa cabine. Ceci dit, continua Vandermeer, les symboles seuls ne suffisent pas. Il faut savoir les interpréter. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Il se leva. Mon offre tient toujours. 2 millions de livres. Réfléchissez-y. Il sortit, laissant la photo sur la table. Il nous suit de trop près, dit Victoria. Il faut qu'on parte demain matin, avant qu'il ne mette ses hommes sur nous. D'accord. On trouve cette Isabella Santos à la première heure. Ils finirent leur repas en silence, conscients que des yeux les observaient probablement. Le jeu devenait plus dangereux. Mais ils n'avaient pas le choix.
Sterling comptait sur eux. Et quelque part, dans la jungle, les secrets de Mu attendaient. Cette nuit-là, Lex ne dormit que d'un œil, son revolver à portée de main. Dehors, Veracruz pulsait de sa vie nocturne. Musique, rire, disputes occasionnelles. Mais dans sa chambre, il ne pensait qu'aux défis du lendemain. Trouver Morrison ou un autre expert local. Engager cette Isabella Santos. Éviter Vandermeer et ses hommes. Et surtout, localiser un temple dont il ne connaissait que vaguement la position. Victoria frappa doucement à la porte de communication entre leurs chambres. « Vous dormez ?»« Non. Entrez. » Elle portait un peignoir et tenait une bouteille de mescal. « Trouvez dans le minibar. Ça vous aidera peut-être à dormir. » Ils burent en silence, assis sur le balcon, regardant la ville s'endormir lentement. « Vous croyez qu'on va réussir ?» demanda-t-elle finalement. « On n'a pas le choix. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai à vous offrir. Il but une gorgée. « Mais oui, je crois qu'on va réussir. Parce qu'on doit réussir. » Pour Sterling. Pour Sterling. Et pour empêcher l'ordre d'avoir ces artefacts. Et pour l'histoire du siècle, ajouta Victoria avec un sourire. Oui, ça aussi. Ils restèrent là jusqu'à ce que la bouteille soit vide et que les premières lueurs de l'aube colorent l'horizon. Puis ils se préparèrent pour ce qui promettait d'être une journée décisive. Dans quelques heures, ils rencontreraient Isabella Santos, et leur véritable aventure commencerait.